Bon, je crois qu'on va commencer. Je dois souligner la présence de M. Simonion, conseiller régional, de M. Pilot, conseiller général, Julien, donc, est aussi élu à la ville, au patrimoine. Voilà, donc, et mesdames, messieurs. J'ai l'honneur de vous accueillir ce soir pour découvrir la restitution d'un intérieur arménien de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. À Constantinople, au début du XXe siècle, la communauté arménienne représentait 17% de la population. Dans la capitale ottomane, l'activité artisanale arménienne est considérable. La maison de l'artisan arménien représente les classes moyennes et peut être considérée comme le type même de l'habitation ordinaire. Elle réunit sous son toit la famille élargie, les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants, et parfois plus. L'intérieur est assez dépouillé, le parquet, vous avez déjà vu, je crois qu'il y aura une visite commentée après, plus dans le détail. L'intérieur est assez dépouillé, le parquet est en bois, les fenêtres sont fermées côté rue et s'ouvrent sur une cour ou un jardin orné de la tresse séculaire. Peu de mobilier, un grand salon meublé, de l'incontournable sofa, recouvert de tapis, agencé pour des réunions conviviales autour d'un café oriental. Sur les murs, des photos de famille, des tableaux, parfois des tableaux sur la France aussi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Sur les monuments, sur des paysages, on y retrouve des objets de la vie quotidienne, comme l'indispensable nardi de Jacquet, c'est ça, je ne comprends pas, où les hommes se retrouvent après le déjeuner. On y retrouve aussi une machine à coudre, une commode sur laquelle trône une pendule en bronze, sans oublier le oud. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une mandoline, le oud? Ouais, non, c'est pas tout à fait. Un luth plutôt, ouais. Ça ressemble plus à un luth que... C'est ainsi qu'influencé par son héritage oriental, l'intérieur arménien est ouvert à l'Occident et on adopte des éléments représentatifs. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce que je pense qu'il y aura une visite très détaillée après. Alors je dois remercier vivement le collectif des associations de la Maison de l'Arménie et des Arméniens de l'agglomération, et plus particulièrement la Maison de la Culture arménienne, pardon, parce que la reconstitution de cet intérieur, c'est un énorme travail, vraiment, je dois le souligner, parce que je suis passé hier soir, je crois qu'ils ont mis des centaines d'heures à faire cette reconstitution. C'est un travail méticuleux, historique, vraiment très précis, quoi, donc qui mérite vraiment d'être reconnu à sa juste valeur, et puis aussi une implication quand même très grande qu'ont mis effectivement les gens à reconstruire cet intérieur arménien. Beaucoup de compétences ont été mobilisées au sein de la communauté arménienne, comme celle des couturières, d'un antiquaire. La scénographie est le résultat d'un travail collectif au sein de la Maison de la Culture arménienne. Voilà, donc je crois que vraiment là ce soir il y a un immense travail qui est fait sur l'histoire de l'Arménie. Donc ça s'inscrit effectivement dans un cadre plus général donc, sur les 100 ans du génocide arménien. Alors je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dans ces 100 ans, mais c'est énorme. Hein, donc le mieux c'est que de prendre le programme. Hein, donc, et ici, là, il y a du cinéma, vous allez voir, une grande exposition sur les orphelins, un ancien musée de peinture. Il y a des conférences, il y a du théâtre, de la musique, du chant. Vous verrez, je ne vais peut-être pas tout détailler parce que ça sera un peu trop long. Mais bon, c'est pendant 6 mois, elle va se dérouler effectivement des manifestations sur l'Arménie. Alors aussi, il y aura donc des visites organisées à la Maison internationale. Et se tiendra aussi à la Maison internationale, Maison des citoyens du monde aussi, j'aime bien dire ça maintenant. Également une lecture théâtralisée sur voilà, donc une déambulation historique et culturelle,
un concert d'un artiste arménien dans le cadre des Détours de Babel, dans le festival des Détours de Babel. Il y aura donc un concert d'un artiste arménien. Voilà, moi je veux être là, et puis je veux vraiment remercier vraiment très sincèrement et très chaleureusement, je ne vais pas citer les noms, je risque de me tromper, donc, mais les personnes qui ont construit cet intérieur arménien, donc je crois vraiment qu'ils ont mis tout leur cœur et toute leur expérience, quoi. Donc c'est vraiment un travail extraordinaire et faut reconnaître. Merci. Je viens de me dire aussi, il y a donc Claire Chaillon, donc la première vice-présidente de la métropole, qui s'excuse, qui ne pouvait pas être là, qui est retenue dans une autre réunion. Écoutez, si je suis ici ce soir, c'est pour essayer de représenter le président du conseil régional, Jean-Jacques Kéral, qui ne pouvait pas être présent, mais qui souhaitait effectivement que la région puisse être présente dans l'une des manifestations nombreuses que vous organisez, puisqu'il était important aussi qu'on souligne finalement cette année 2015 le très gros travail que vous avez fait sur ce travail de commémoration. Et cette manifestation d'aujourd'hui en est un exemple important et marquant par la qualité justement de la prestation du travail qui a été fourni, mais il s'inscrit dans toute une série d'actions que vous avez menées tout au long de l'année, et de ce point de vue-là, il était important qu'on puisse être là aussi pour vous dire que nous avons été impressionnés finalement par la qualité du travail que vous avez fourni. Alors, la région Rhône-Alpes, depuis quelques années déjà après l'année de l'Arménie, le président m'a demandé d'essayer de mettre en place, après cette année de commémoration de l'année de l'Arménie, d'essayer de mettre en place une coopération entre la région Rhône-Alpes et l'Arménie. Alors on a essayé de trouver des solutions et on a plutôt essayé de trouver une manière de coopération qui nous permettait d'avoir une coopération avec l'ensemble finalement du territoire arménien, puisque la région Rhône-Alpes est une région de 6 millions d'habitants. Avec l'Auvergne, ce sera encore demain un peu plus importante. Et l'Arménie aujourd'hui, bon, les statistiques sont ce qu'elles sont, entre 2 millions et demi d'habitants. Et donc, je pense qu'il était important qu'on puisse avoir une action qui soit ciblée sur l'ensemble finalement des provinces arméniennes, avec une priorité justement d'une intervention plutôt sur les provinces de l'Arménie qui sont, disons, périphériques, puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient sur Yerevan, et l'importance aussi, notamment pour maintenir la population dans les provinces périphériques, c'était d'avoir des actions qui permettent finalement, disons, aux Arméniens de rester aussi au pays pour y travailler, pour essayer aussi d'une certaine façon de limiter l'évasion, un certain nombre de talents pour aller travailler à l'étranger, et donc leur permettre de développer toute une activité sur place. Donc ça fait maintenant bientôt 6 ans que cette coopération a été mise en place. On travaille avec les différentes collectivités qui déposent des projets, notamment le département de l'Isère, la ville de Grenoble, la ville de Valence, de Vienne, enfin toutes les villes qui ont la volonté de travailler avec l'Arménie, parce que l'Arménie est héritière aujourd'hui d'une culture millénaire. Il est important aussi qu'on essaye de soutenir finalement ce pays pour effectivement leur permettre aussi de faire face aux défis nombreux qui sont ceux auxquels ils doivent faire face dans un environnement qui n'est pas toujours, qui même n'est pas particulièrement amical en général, et donc il était important qu'on puisse aussi apporter notre soutien. C'est vrai qu'il y avait, bon, en Rhône-Alpes aussi, toute une tradition liée justement aux communautés qui étaient d'origine arménienne, qui sont aussi réparties sur l'ensemble de la communauté, enfin de l'ensemble de la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes est une des régions françaises finalement où les Français d'origine arménienne sont les plus nombreux, avec la région parisienne et puis la région aussi PACA. C'était un peu la remontée de la vallée du Rhône. Et donc, il y avait une certaine nécessité à pouvoir
disons, faire face aussi à ce défi un petit peu historique et de répondre finalement à, disons, à cette volonté de faire en sorte qu'on puisse aussi apporter, avec les moyens qu'on peut avoir, notre soutien au développement de l'Arménie. Alors cette année 2015 revêt un caractère particulier avec le centenaire du génocide. Notre coopération est plutôt portée en fait sur l'avenir, mais je crois qu'on bâtit vraiment l'avenir que si on n'oublie pas le passé. Hein. Et donc il est vraiment important que cette année 2015, le centenaire du génocide, soit, disons, marqué de façon importante. Et c'est la raison pour laquelle je crois que je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé l'ensemble de ces manifestations, parce que tout le monde le dit, hein, le génocide des Arméniens a été le premier génocide du XXe siècle. On a même entendu à un moment donné Hitler dire, écoutez, pour justifier finalement le génocide juif, mais qui se souvient encore aujourd'hui du génocide des Arméniens? Il y a eu ensuite le génocide du Rwanda. Donc je veux dire, cette nécessité aussi finalement de prendre en compte et de reconnaître finalement l'importance et la réalité des génocides, c'est aussi le moyen pour éviter que de telles atrocités se reproduisent ailleurs et avec d'autres peuples. Et donc il est particulièrement important, et je vous en remercie, que vous célébriez, commémoriez de façon importante le génocide de 1915. Je vous remercie. Monsieur Bernard Macret, adjoint en solidarité internationale. Monsieur Édouard Simonian, conseiller régional représentant le président Kéran. Monsieur Alain Pilot, conseiller général représentant Alain Cotolarda. Madame Martine Julien, conseillère municipale, déléguée au patrimoine historique et à la mémoire. Révérend Père Papken Stépanian. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis. Bonsoir à tous. Chargé en 2015 par le collectif des associations arméniennes de Grenoble et de l'agglomération que je représente, je vais vous faire une confidence. Je suis heureuse et émue de vous retrouver ici ce soir, dans la maison de l'Internationale, pour partager ensemble un pan de notre histoire commune. Mais auparavant, je voudrais exprimer ma gratitude à la municipalité, et en particulier au service des solidarités internationales, en la personne de Bernard Macret, sans qui rien ne serait possible. Je souhaite remercier également Éric Recoura, le directeur du service, qui le premier a suggéré l'idée de créer un intérieur arménien. Rendons à César ce qui est à César. Je souhaite saluer aussi le dévouement de Françoise Naturel, qui avec patience répond toujours à toutes nos sollicitations. Je m'adresse également à Patricia Detroya, responsable du protocole, toujours disponible, et qui depuis des années, je n'ose dire des décennies, nous évite bien des erreurs par ses conseils avisés. Il me reste encore à remercier tous ceux qui ont contribué à installer et à décorer cet intérieur. Je veux parler d'Astrid Manoukian et de Marianne Dankowski. Et je vous demande de les... Elles ont confectionné tous les costumes et conçu la scénographie que vous allez découvrir. Aidées par les bénévoles, elles ont mené à bien avec engouement cette performance sous la tutelle de nos deux experts que sont Édouard Mécalian, antiquaire, et Armand Torossian, commissaire-priseur. Je n'oublie pas toutes ces familles, je ne peux pas toutes les citer, qui ont œuvré à quelque titre que ce soit à cette réalisation commune. Récupération, installation des objets, permanence à faire, et plus encore. Un grand merci à vous tous. Il y participe toujours, et encore pour longtemps, j'espère. Au terme d'une carrière bien remplie, il s'est adonné, accompagné par son épouse Odette, à sa passion. Devinez laquelle? L'Arménie, bien sûr.
Il est aujourd'hui enseignant à l'UIAD, l'Université Interage du Dauphiné, et spécialiste de la civilisation arménienne. De plus, c'est un conférencier apprécié dans toute la région Rhône-Alpes. Et c'est lui qui maintenant va vous plonger dans la Constantinople du début du XXe siècle, dans cette ville grouillante et cosmopolite dont 17% de la population est arménienne. Je voudrais ajouter, à la suite de l'exposé d'Arthur Hatchian, nous écouterons un intermède musical joué par Rebecca et Kavni Carignan. Nous passerons ensuite à la visite de l'exposition. Et la soirée se terminera par la collation. Oui, parce que l'instrument, il est de famille. Il a fait la Turquie, après Halep et après ici. Ma tâche est très facilitée, en particulier par les interventions précédentes. Je pense assez en particulier de M. Macré, qui a pratiquement raconté tout ce qu'il fallait dire. Bien, moi j'essaierai d'essayer de survivre à tout ce que vous avez dit. Je voudrais saluer, la première chose que je voulais dire, c'est que c'est le bonheur d'être ensemble. Nous sommes heureux d'être français. On est accueillis, on a grandi ici, on est français. Ça ne nous empêche pas de garder notre culture et de l'apporter à la société française en échange de tout ce qu'elle nous a apporté et qu'elle continue de nous apporter. Autrement dit, nous sommes des franco-arméniens, mais dans une certaine mesure, vous êtes en train de devenir arméno-français. Faites attention. Surtout si vous allez en Arménie, là c'est tragique. Je voudrais saluer aussi un symbole qui est très fort, c'est la présence de l'Église arménienne. Croyants ou incroyants, nous devons soutenir cette Église. Parce que, pendant très longtemps dans notre histoire,
il y a eu beaucoup de soumission à des envahisseurs, des empires puissants. La majorité du temps historique a été sous la soumission des empires puissants. Et ce qui était le trait d'union des Français, des Arméniens, où qu'ils soient dans l'Empire ottoman, je veux dire par là que l'Église arménienne a une très très grande histoire, et c'est elle qui a représenté les Arméniens et qui a tout représenté, l'Arménie et le peuple arménien surtout. Et j'ai appris il y a 5 jours que Rome, l'impériale Rome, qui avait traité l'Église arménienne de schismatique et d'hérétique après le concile de Chalcédoine, avait inscrit dans la liste des pères de l'Église, des docteurs de l'Église universelle, notre petit Grégoire de Narek, ce petit moine dans son monastère, qui écrit certes des ouvrages de théologie, mais une poésie mystique religieuse absolument fantastique. Et elle est reconnue par le monde, dans le monde entier, et c'est un exemple de la vitalité du peuple arménien. Il y a l'intelligence, il y a le cœur, dans tous les peuples. Mais il est particulièrement exprimé dans ce peuple qui était toujours sur la survie et qui faisait attention de se maintenir avec les meilleurs hommes qu'il avait. Et ce n'était pas forcément les armes militaires, ni le nombre, ni la force, si ce n'est la force intellectuelle et la force du cœur. Ceci dit, pour Constantinople, qui s'est appelé Istanbul après l'établissement de la République en 1923, la République turque, c'est l'héritière de Byzance. C'est aussi une très grande ville, forcément, puisque c'est la capitale de l'Empire ottoman. Il y avait 2 très grandes villes. Il y avait la capitale et il y avait aussi Smyrne. L'international Smyrne, encore plus international, si on peut dire par certains égards, que Constantinople. Mais Constantinople, c'était le pouvoir. C'est là où était le sultan. Sultan qui était le calife de tous les musulmans du monde entier à l'époque. Et c'est là que l'élite du peuple arménien est naturellement allée pour y travailler le mieux possible, pour avoir des débouchés. Bref, je ne vous ferai pas l'historique de cela, mais je vous dirai quand même une chose, c'est que les Arméniens, quand ils découvrent les Arméniens de Constantinople du passé, avant la guerre de 1914, ils s'en souviennent avec une grande fierté. Ils disent « Ah, on a eu des amirats. Les amirats, c'était de très grands seigneurs financiers et tout. » Ils en sont très fiers. Mais je dois préciser qu'il y avait toutes les couches de la société, et je n'oublierai pas les ramals, les portefaix arméniens. Il y avait les grands seigneurs, mais il y avait aussi les pauvres. Et donc c'est ça le peuple arménien. Et à chacun de pouvoir s'élever petit à petit, s'il le peut, par son travail, par son courage. Voilà. Et pour en arriver à Constantinople, c'est une ville qui était, vous le savez aussi bien que moi, à la veille d'une grande catastrophe. L'Empire ottoman est en train de crouler littéralement dans ce 19e siècle qui n'a fait que préparer le siècle des génocides, comme il a intitulé son livre, notre ancien collègue de l'Université Pierre-Mendès France, Bernard Brunto. Le 20e siècle, le siècle des génocides. Et ça continue, et ça continuera. Nous avons encore à nous battre, et à nous battre non pas pour notre génocide, mais pour tous les génocides, passés et à venir, et présents. Et donc ça, c'est un message d'horizontalité. Nous avons été forcément arméno-arméniens au début, nous entre nos familles, mais c'est le passé tout cela. Nous sommes français, nous sommes européens, nous sommes ouverts au monde, et c'est un message qu'il faut faire penser à nos jeunes, et je pense qu'ils sont très aptes à avoir compris, et donc ça c'est une grande ambition que nous avons. Surtout en étant dans un pays comme la France, nous avons des chances inouïes d'être dans un pays démocratique, dans une époque. Bon, c'est un État aussi où nous avons été accueillis pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu un mouvement arménophile qui a existé dès la fin du XIXe siècle, après les massacres qui n'étaient pas le génocide. Les massacres des années 90, le seigneur rouge, comme on l'appelait, le grand seigneur, le sultan rouge, ou le grand seigneur avec un grand G, avec un grand S et un petit A après, le grand seigneur. Voilà, et il y a tout cela. Et donc, c'est une tâche immense que de continuer, mais on a un modèle, c'est la tâche que se sont donnés tous les ancêtres arméniens que nous ne connaissons pas, que nous avons vaguement dans les histoires anciennes. Et c'est grâce à cette ténacité, à cette volonté d'être fidèle à ces engagements, et en l'occurrence c'était l'engagement religieux qui l'emportait pendant longtemps, parce qu'il n'y a pas encore cette société moderne, eh bien c'est tout cela qu'il nous faut continuer. Alors les Arméniens de Constantinople, c'est vrai qu'ils ont une grande réussite. Une grande réussite parce qu'ils étaient, d'abord il y avait des députés au Parlement ottoman, dès qu'en 1908,
les jeunes Turcs, qui n'étaient pas encore de comité Union et Progrès, les jeunes Turcs ont rétabli la constitution que 2 ans après sa nomination, Abdülhamid II avait suspendue, de 1878 jusqu'à 1908. Et là, ça a été à nouveau une explosion de joie de toutes les communautés, non seulement la communauté arménienne, mais la communauté juive, je cite par ordre alphabétique, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème, grecque, qui est aussi nombreuse que les Arméniens, et la communauté juive, c'était les 3 communautés qui étaient très très ouvertes au monde, et qui étaient vraiment très dynamiques à Constantinople. Et donc, cela s'est passé de la façon un peu suivante, c'est que il y a eu de grandes richesses accumulées, de grands pouvoirs acquis par certains Arméniens, mais il faut noter aussi que entre les Arméniens de Constantinople, ces grands riches, et les pauvres paysans de l'Anatolie, ou de l'Asie mineure plus exactement, au-delà de l'Anatolie, des Grecs, eh bien, il y avait un hiatus complet. Il y avait une partie du peuple qui était l'élite à Constantinople, et puis il y avait tout le peuple, il y avait des petites villes, des petits villages, il y avait des hameaux, et puis il y avait des gens qui étaient perdus, qui étaient des paysans incultes, arméniens j'entends, qui n'avaient aucune éducation, quoique il était clair que dans le moindre hameau, il fallait qu'il y ait un prêtre, qu'il y ait la visite d'un prêtre, qu'il y ait un enseignement de la langue, c'était primordial également, et donc c'est cela qui a préservé certainement même ces petites gens, qui sont des inconnus pour toujours, et qui pourtant sont le peuple. Et donc, tout ça pour dire que ce qui est absolument symbolique, et je vais terminer là-dessus parce que c'est un symbole très très fort, le samedi 24 avril à 20 h, les portes de toutes les personnalités arméniennes, les députés, aux architectes, aux médecins, aux avocats, les portes ont été frappées. C'était le début de la rafle. Elle a duré évidemment aussi le dimanche. Garmir Gilagi, le dimanche rouge, et ça continue encore. On dit 250, la rafle n'était pas de 250, c'était 650. 2 seuls sont rescapés, 2 seuls. Donc un, le révérend Komitas, a sa statue de 6 mètres de haut sur la place du Canada à Paris. Et pour des raisons que je ne détaillerai pas ici. Ne serait-ce qu'il n'y a que 2, et encore il est mort fou, le pauvre. Parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu, il a vu ce qu'il a vu. Et voilà, il est mort fou à Paris, où il a été amené grâce à l'aide internationale qui a œuvré pour son rapatriement ailleurs que, bon, là où il était. Et donc, ces 650 personnes représentaient l'élite de la nation arménienne, et elles représentent quelque chose de très important parce que c'est le noyau dur de la nation arménienne. Et le pouvoir ottoman s'y connaissait, parce qu'en coupant la tête du canard, le canard devient mort. En coupant la tête de la nation va mourir. Et elle n'est pas morte, malgré toutes les vicissitudes. Et c'est là ce qui est remarquable, aussi bien chez le peuple juif que chez le peuple arménien. Je veux élargir le spectre. Et s'il y a d'autres peuples qui sont comme cela, dites-le moi, je n'en connais pas, mais il y en a peut-être d'autres. Et je trouve que c'est ça qui est admirable, de durer des centaines, des milliers d'années, sans céder, et en restant soi-même, quitte à mourir. Ça, c'est le plus beau symbole. Et je suis heureux que la société française ait accueilli les Arméniens, mais je suis également heureux que les Arméniens puissent apporter leur richesse culturelle qui est immense, que même les Arméniens, en grande partie, ne connaissent pas bien. Ça demande un travail assidu et très profond. Et c'est la richesse, finalement, qui nous a été léguée par nos familles. Elles ont appris d'être honnêtes, d'être travailleurs, d'être fidèles à nous-mêmes. Et nous essayons seulement de les mériter, d'être dignes d'eux. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est une grande retrouvaille, comme chaque année, mais spécialement cette année, qui n'est pas une célébration, je le maintiens, c'est une commémoration. On célèbre les victoires, mais jamais un génocide, jamais. Donc ne confondons pas les termes. C'est très important. Je vous remercie, messieurs, madame la présidente. Je remercie tous les présidents de la Maison de la Culture et tous les représentants des associations arméniennes qui maintenant travaillent la main dans la main. On est unis, non seulement sur le plan de Grenoble, mais on sera unis de plus en plus sur le plan régional et également sur le plan national, ça a commencé, et sur le plan mondial, la diasporisation est en train de se souder. Donc voilà le message définitif, c'est un message d'avenir. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.
tragique des Arméniens au début du siècle, dans l'actualité récente suivant le génocide. Et on a là un témoignage de cette dédicace d'un auteur à la suite d'une conférence à un personnage politique important, Marcel Samba. Et il y a bien sûr une résonance avec la ville de Grenoble, puisque nous avons un boulevard à l'île Samba que nous connaissons tous. Voici ce premier objet. Le deuxième objet est ce récipient, qui est un récipient en fonte, qui est le garde-manger, si vous voulez, des pensionnaires au XIXe siècle. Les élèves arrivaient avec leur gamelle, 3 pommes de terre dedans, les mettaient dans le foyer, et puis à l'heure du déjeuner, eh bien, avaient de quoi déjeuner. L'objet est daté, il est daté 1837, et la tradition voulait que pour éviter de mélanger ces ustensiles quand ils étaient réunis dans le foyer, eh bien, il figure le nom de son propriétaire dessus. Et en l'occurrence, cet objet est la propriété d'une demoiselle et là, les inscriptions, c'est Mademoiselle Arménie Bailly. Ce qui signifie qu'au début du 19e, une famille française a donné le nom d'Arménie à une de leurs filles. Voilà, alors ça veut dire que les passerelles entre la France et cette terre de chrétienté qu'est l'Arménie ont toujours existé, qu'il y a toujours eu une affection par rapport à ça, et vous avez là un témoignage qui est amusant. Le troisième objet